Votre première université d'été? Passons-nous a été créée en septembre 2014 à Nantes. Beaucoup d'entre vous étaient là dans une assemblée générale où s'étaient réunis une bonne centaine de collectifs qui venaient de toute la France. Elle prend place à un moment où on a un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République. On a déjà un avant-goût de ce que sera la politique Macron. Et c'était le but de se rencontrer aujourd'hui pour essayer de trouver un socle commun, pour pouvoir travailler ensemble et trouver des solutions pour les monter au plus haut de l'État. Et qu'est-ce qu'il y a derrière jeunes de quartier? Délinquants. Voilà. Jeunes de quartier égale délinquants. Donc pas de crédit dans la parole politique. Il n'y a qu'à regarder 2005, assassinat de Zied Bouna. Voilà. 18 régions, dans des quartiers de 18 régions sur 22, il y a ce que moi j'appelle des révoltes, ce qui a été appelé des émeutes, des actes d'incivilité. Oui, mais tu te rends compte, David, quand même, ils ont détruit des voitures. Là, les agriculteurs, quand ils te pètent une préfecture, t'appelles ça un mouvement social, toi. Et eux, ils n'ont pas le droit à un mouvement social. Moi, clairement, je suis un mec issu des quartiers. J'ai jamais fait de politique, jamais fait de tissu associatif. Je sais pas ce qui m'a pris. Un jour, je regarde à la télé, je vois Éric Zemmour dire qu'un musulman n'est pas compatible avec la République française. Je lui fous, j'étais chez moi, je dis attends, c'est pas possible, je paye des impôts, j'ai 3 enfants, on s'en est sortis, et tout, etc. Il me dit je suis pas chez moi. Il y a un problème, bref. Et donc voilà. Et de là, on a créé un mouvement qui est clairement politique, qui s'appelle la Révolution est en marche. On a 5 sujets à l'échelle nationale, qui sont les bailleurs sociaux, l'institution policière, la politique politicienne et clientélisme. On valorise la loi du 11 février 2005 pour les sourds et malentendants et les personnes à mobilité réduite. On est aussi sur la cause des sans-papiers. Et j'en discutais avec des copains et des copines qui n'avaient pas grandi dans un quartier. Et ils me disaient ouais mais David, il y a un truc quand même. Les mots. S'ils se mettent à courir, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Ouais, alors moi je vais te raconter, tu vois, quand j'avais 13 ans et qu'on traînait avec Youssef dans le quartier, qu'on jouait au foot l'été, et que les flics ils faisaient un contrôle d'identité, pas moi, je ne sais pas pourquoi, mon teint peut-être, je ne demandais jamais mes papiers, et que Youssef finissait la gueule contre le bitume, on a développé un réflexe. Tu vois un flic, tu poses pas de questions, tu cours, quoi. Non, la vraie question c'est s'il n'y avait pas de délit qui avait été signifié, pourquoi est-ce que les flics ils courent après des jeunes? Il y a eu un projet de loi qui voulait imposer aux femmes, ils ne le disent pas comme ça, mais en gros c'était imposer aux femmes voilées une déclaration d'appartenance religieuse, ce qui n'existe pas dans le code du travail, c'est pas possible. Le sujet qui me tient à cœur en fait, c'est sur cette inégalité de l'école publique. Arrêtez de faire croire aux papas et aux mamans qu'un gamin qui sort d'un lycée dans une ZUP est égal au gamin qui sort du lycée Henri IV. C'est pas vrai, c'est de la foutaise. Et cette inégalité de traitement, ça commence à saouler et ça fait un gâchis. Moi en tout cas je l'ai vu et je l'ai vécu avec mes gamins. Une chose qui m'a beaucoup marqué, j'ai eu la chance ces 2 dernières années d'intervenir dans 2 types de lycées. Je viens de Mulhouse en Alsace, donc j'intervenais à Colmar, dans un lycée en bordure de vignoble, donc de la CSP+, des gens qui ont les moyens. Et les gamins, à partir de 12 de moyenne, ils se posent la question de se dire je vais en prépa, je vais faire telle grande école, et ça leur paraît naturel, à partir de 12 de moyenne. Et l'année d'après, j'ai eu la chance d'être dans le lycée de mon quartier, dans lequel moi j'étais pas, c'était un lycée général, mais c'est le lycée de mon quartier. Et j'avais des gamins qui ont 14-15 de moyenne et qui me posaient uniquement la question de quel BTS est-ce que je peux faire. Je leur dis c'est génial un BTS, vraiment j'ai pas de problème avec ça. Mais à 14-15 de moyenne, il y a des questions que tu peux commencer à te poser. Est-ce que tu peux pas faire un parcours long, type avocat, type droit, type médecine? Est-ce que tu peux pas aller faire une classe de prépa? Est-ce que tu peux pas tenter les concours de la haute fonction publique? Et les gamins ils tombent des nues. Tu dis non mais je peux pas faire ça. Mais pourquoi tu pourrais pas le faire? Ils ont même pas de réponse même à ça. Mais parce que tout le contexte leur dit qu'ils peuvent pas le faire. Bon, ma soeur elle était au lycée Thiers à Marseille. J'attendais même qu'elle ait le bac, elle avait des propositions pour le post-bac. Moi j'étais à 10 €, donc moi non, après le bac, eh ben, j'ai pas été prise sur admission post-bac et j'ai dû lutter, aller devant le bureau des secrétaires de chaque établissement pour pouvoir avoir accès à un BTS. Je pense qu'il y a une question centrale quand on pose la question d'éducation, c'est aussi la question des effectifs.
dans les classes. Et en effet, éduquer, c'est allumer des feux et c'est pas remplir des vases. Mais à 35, c'est très très dur d'allumer des feux et on en est, je pense que c'est une question qui est assez centrale. Et là, il y a peut-être aussi des alliances à faire avec certains syndicats de profs, par exemple, qui subissent l'austérité, qui subissent la baisse des moyens. Et parce qu'une école avec des classes de 30-35 enfants, c'est une école qui devient une machine à trier plus qu'une machine à éduquer, à pousser vers le haut. L'insertion par l'activité économique aujourd'hui, c'est 3800 structures, c'est 130 000 salariés, mais qui sont cantonnés sur 5 secteurs d'activité. Et en plus, on est des quartiers populaires. Donc on a d'une certaine façon une discrimination professionnelle, territoriale, raciale. Évidemment que c'est difficile de trouver des stages. La question d'aujourd'hui qui est la nôtre, est-ce qu'il y a des leviers de développement au cœur des quartiers? Est-ce qu'on a des initiatives qui permettent de développer ces activités à partir des expériences des régies, des chantiers d'insertion? Mais là aussi, il faut jeter un regard critique sur les chantiers d'insertion. Qu'est-ce que c'est proposé aujourd'hui à des moins de 25 ans ou des plus, des chantiers à 700 balles par mois, à 26 heures au maximum? Quand tu sais que le seuil de pauvreté, il est déjà là. Et alors on déplace un peu le curseur, on va voir la direction générale de l'emploi, et on leur dit, nous on veut 300 chantiers d'insertion qui soient à 35 heures, qui soient pas ceux de la remobilisation mais de la qualification, sur des nouveaux métiers. Ça c'est un axe de travail. Je vois ma mère, par exemple, elle vit dans un HLM, habitation au loyer modéré, et ils ont refait sa cage d'ascenseur. Et donc du coup, c'est devenu une résidence HLM. Donc les loyers, ils ont augmenté. Et là, l'ascenseur social, il a marché. Les pauvres, ils l'ont pris, ils sont descendus, ils sont habités ailleurs. Le retour de la classe moyenne, d'une mixité sociale, revalorisation du patrimoine, histoire que j'en mette dans les fouilles. J'avais 3 chambres. Tu me redonnes un 80 mètres carrés au même prix, mais avec 2 chambres. Ouais. Il dit, qu'est-ce que je m'en fous, moi, 80. Moi, j'avais 3 chambres, je veux 3 chambres. Je l'ai entendu, ça. C'est vrai. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est cette émancipation. Ce combat-là, on doit le porter, et on doit le porter avec d'autres, pas que nous. Et on ne doit pas rester enfermé dans différentes problématiques. C'est un tout, ces habitants de ces quartiers. Ils sont concernés par le logement, la sécurité, l'emploi, la culture, la santé, une dégradation énorme. Le but de ces universités, bien sûr, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont eu des combats, qui ont gagné des combats. Mohamed avec le quartier à Poissy de la Poudrée, il y en a d'autres à Montpellier, Justice pour le Tibar, ainsi de suite. Les gens se sont outillés. C'est-à-dire du moment où tu commences à comprendre la technique et les mots et le vocabulaire qu'ils ont, tu es capable de démonter et de déconstruire ce qu'ils ont envie de venir, et ainsi de suite. Donc le savoir, c'est important. Le fait de se mettre en relation des uns et des autres et des expériences, c'est important. Mais moi, je suis persuadé que chacun de nous détient une partie de la solution. Simplement, il faut être convaincu. On n'est pas un problème, on est une partie de la solution. On a une table de quartier qui fait partie d'une expérimentation qui se termine bientôt, et on va tout faire pour la continuer et mener des actions et redonner la parole et le pouvoir d'agir aux habitants. Ils ont peur qu'on prenne le pouvoir. Et le but recherché, nous, Amiens, enfin, ça fait que les habitants prennent vraiment le pouvoir. La grande majorité des conseils citoyens ont énormément de mal à fonctionner parce qu'ils ont été cantonnés. Les conseils citoyens sont obligatoires, les tables de quartier n'étaient pas obligatoires. Elles sont sur l'initiative des habitants et pas du tout imposées par la ville ou le préfet. Il y a des préfets qui ont dit à des élus, si vous avez pas votre conseil citoyen à la fin de l'année, vous n'avez pas vos subventions politiques de la ville. Passons-nous à organiser quand même 2 rencontres nationales sur les conseils citoyens. Il y aura des suites de ce travail-là et pour que ça puisse être partagé beaucoup plus largement et éventuellement faire des propositions si le gouvernement actuel croit encore que la participation citoyenne, c'est intéressant. Ah, c'est quoi ce truc-là? Moi je m'appelle Ida, je suis là au titre d'une association qui s'appelle Pico, c'est Hip Hop à l'envers, association artistique. Et ce qu'on défend nous c'est plutôt le plein air.
Donc c'est de faire que des concertations et tout le travail qu'on fait, nous, il est toujours en plein air, donc les gens ils voient tout ce qui se fait. Par contre, on ne sait jamais de quoi on va parler, sur quoi on va travailler, parce que ça se crée évidemment dans l'instant, c'est ça l'intérêt. Mais par contre, on travaille toujours en amont avec les structures locales et voilà, les autres acteurs pour nous avoir des idées en amont, et ça nous est énormément reproché en fait. Parce que oui, il fallait prévenir, ah vous aviez besoin de ça, mais nous on ne savait pas, ah vous travaillez sur la rénovation urbaine, surtout pas en ce moment, voilà. Donc en fait, mais nous on dit non, nous on est dans le timing, parce que si notre projet, on l'écrit un an avant, au moment où il faut demander des sous, et quand on va arriver sur le terrain, c'est pas du tout de ça dont les gens ont envie ou intérêt, ça n'a pas de sens. Donc on a réussi aussi grâce au soutien de PSM à faire passer des projets de méthode. C'est-à-dire on dit voilà comment on va travailler, voilà ce qu'on a déjà fait. Maintenant, comme c'est participatif, on ne peut absolument pas vous dire ni le thème, ni les méthodes, enfin ni les disciplines qu'on va utiliser. À Amiens, on a fini par, à partir des bilans des concertations depuis un certain nombre d'années, par en conseil citoyen, mais en se basant sur les travaux de la table de quartier, bâtir et réécrire 9 exigences pour la co-construction. La question, c'est vraiment comment faire changer le regard et la place et le rapport de force, le rapport de pouvoir dans la préparation des décisions. En tout cas, pour ceux qui ont des témoignages à faire et qui ne peuvent pas aujourd'hui déposer plainte dans des commissariats parce que nos plaintes sont refusées, je vous invite à y aller déposer ta plainte en fait. Pour tous ceux qui ont été victimes de violences policières, ou tous ceux qui ont vécu des injustices, peu importe lesquelles, allez déposer votre plainte. C'est le type de plainte qui nous permet à nous, en fait, puisqu'on travaille avec des collectifs d'avocats aussi, et l'idée c'est qu'on puisse être aussi, en tant que syndicat des quartiers, pouvoir aussi à un moment donné défendre les intérêts des habitants s'il le faut. La seule stratégie c'est le droit, moi j'y crois quand même pas trop en fait, je pense que c'est une arme parmi d'autres, mais il y a beaucoup de mouvements qui depuis des années portent plainte, et typiquement Ziad Bouna, toutes les plaintes contre les violences policières, elles ont quasiment tout échoué en fait. Le fait de déposer davantage de plaintes, c'est un moyen de sortir de l'invisibilité sur ces questions, de démontrer que les discriminations sont un problème central, mais ça ne peut pas être le seul, et moi je crois aussi au rapport de force et lobbying en fait. Il y a beaucoup de problèmes de discrimination et de racisme qui ne sont pas d'ordre légal. Si on veut modifier les pratiques de l'institution scolaire, de l'institution policière, des bailleurs sociaux, etc., c'est des choses qui ne sont pas de l'ordre du droit en fait. C'est en créant des récépissés, en travaillant sur les pratiques d'orientation des CIO, etc., en travaillant sur le pratique de peuplement des bailleurs sociaux qui mettent telle ou telle communauté dans tel ou tel logement et tel ou tel quartier, c'est en mettant en place des campagnes. Et je crois que le rôle de Passe en nous, il est là en fait. C'est de voir que tous ces problèmes se posent dans tous les quartiers et de mettre en place des campagnes concrètes. La médiatisation, c'est le fait d'être en capacité de faire connaître son combat, et plus on est nombreux, plus son combat va intéresser plein de gens. Donc il ne faut pas non plus hésiter à envisager la médiatisation de l'action qu'on fait, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel, absolument essentiel. Donc on est en mouvement et qu'on agit en face, croyez-moi que ça commence à les inquiéter. Ça a été un atelier marathon de 4 heures, un vrai groupe de parole, en tout cas où tout le monde s'est exprimé, et on s'est bien rendu à l'évidence que les discriminations qui s'accumulent chez la même personne pendant longtemps peuvent déstructurer, peuvent rendre malade. Et donc Passe en nous devrait se battre pour que cette problématique soit prise en compte aussi dans les politiques de santé des municipalités, voilà quoi, auxquelles nous appartenons. Les propositions, c'est vraiment de faire valoir le droit, donc en se saisissant des différentes associations, quitte à aller porter plainte contre l'État quand c'est nécessaire. Et puis c'est investir en tant que parents d'élèves, les écoles, les collèges, les lycées. Il y a un manque souvent de parents d'élèves, il faut oser. Même si on ne parle pas bien la langue, peu importe, c'est pas grave. Il faut y aller, il faut être présent. Valorisons nos enfants, donnons leur confiance en eux
et puis soyons bienveillants. La coordination Passe en Nous qui organise cette assemblée populaire aujourd'hui, c'est aussi une coordination qui met en réseau des acteurs et des habitants des quartiers populaires pour leur donner la capacité de pouvoir s'exprimer et intervenir sur les politiques qui les concernent, notamment les politiques de la ville. Aujourd'hui, il faut véritablement qu'on puisse avoir une politique d'emploi digne de ce nom, y compris dans les quartiers, et ça c'est un premier point, et effectivement un développement économique pareil, c'est-à-dire aussi digne et qui respecte aussi ses habitants. Mais simplement, l'économie, on peut la faire de 36 000 manières. Et le choix qui est en train de se dessiner au sein de PSN depuis quelques temps maintenant, c'est d'essayer de positionner l'ensemble des démarches de développement économique au sein de nos quartiers dans une démarche d'économie solidaire. Effectivement, voilà, ce qui a été constaté, c'est qu'aujourd'hui l'état d'urgence laisse vraiment place et la porte ouverte à un abus de pouvoir en fait. Je veux dire, c'est concrètement comment il y a une jonction, un petit lien entre les quartiers populaires et les personnes qui militent en centre-ville et qui ne viennent pas dans les quartiers populaires et inversement. Parce qu'aujourd'hui, on rend compte que l'état d'urgence touche tout le monde. L'arrestation des militants, c'est pas uniquement les jeunes de quartier qui se font arrêter, c'est aussi des jeunes de non-quartier, syndicalistes ou non syndicalistes, des jeunes qui sont lycéens ou étudiants. Vous avez certainement dû voir les événements l'an dernier par rapport à la loi travail. Il y a une vraie réflexion de fond et comment concrètement on travaille ensemble et pas uniquement le centre-ville contre les quartiers, parce que là l'état d'urgence c'est tout le monde au niveau du droit. Et il y a quelque chose qui existe depuis 3 ans, dont on a discuté un peu hier pour l'atelier, qui sont les tables de quartier sur lesquelles se mobilisent Passe en Nous depuis 3 ans. Et le but des tables de quartier, c'est de créer de l'action collective. Donc les gens se rassemblent pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont collectifs. Une des propositions qu'on pourrait faire, c'est une proposition de plainte, et c'est une proposition de plainte pour non-respect de la loi, dans tous les conseils citoyens où il n'y a pas vraiment d'indépendance parce que les élus sont présents. Et donc, du coup, il peut y avoir un travail fait par Passe en Nous pour aller voir partout où la loi n'est pas respectée et pour construire collectivement une plainte collective au niveau national là-dessus. Voilà, ça peut être une des propositions. Merci, cette proposition est adoptée. On peut s'applaudir. Merci. Merci On a un marché ici qui est symbolique, c'est là où tout le monde se réunit. Alors, quand on parlait hier de table des quartiers, ce marché c'est un peu quelque part une table des quartiers où les gens se rencontrent. Et effectivement, la plupart des personnes, des habitants ou des personnes des autres quartiers populaires ne savent pas du tout ce qui va en advenir. Ça c'est ce qui est le plus dangereux en fait. Quand il y a quelque chose qui est décidé par les pouvoirs publics et que les habitants ne savent pas ce qui va se passer, et quand au contraire ils cautionnent par des blocs roses le fait que tout a été décidé avec les habitants, alors que la réalité fait que les habitants savent qu'ils n'ont jamais réellement été associés, et que ce qu'ils sont en train de pouvoir prévoir dans ce quartier-là, c'est-à-dire faire en sorte de faire ce qu'ils appellent une mixité, en faisant fuir les gens plus pauvres ailleurs, pour qu'ils soient individualisés et faire venir des gens un peu plus aisés, en leur permettant de profiter de la nouveauté, de l'amélioration des infrastructures que les habitants ici n'ont jamais pu profiter, c'est quelque chose qui évidemment ne convient pas. Et c'est ces choses-là qu'évidemment on combattra avec les habitants sur place, bien sûr, et dans d'autres quartiers, pour faire en sorte de faire valoir leur propre expression, mais surtout leur propre choix par rapport à ce qu'ils veulent de leur avenir. Le travail qu'on a fait ce week-end, c'est pas un travail qu'on va faire et ne plus avoir de nouvelles. L'idée c'était de réunir les gens, d'apprendre à se connaître et d'échanger entre nous ce qu'on peut subir ou ce qu'on peut mettre sur la table pour qu'on ne subisse plus. Et c'était l'idée de PSN pour qu'on puisse se défendre et ne plus être des citoyens de seconde zone. De dire on n'est pas là que pendant les élections, on est là toute notre vie, on travaille, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, on consomme dans ce pays et ce pays nous appartient, on ne partira pas, qu'on soit d'Espagne, d'Algérie, du Maroc, du Chili ou de Cuba, on ne partira pas, on est là, on a fait cette vie et on veut partager les choses entre nous et nous donner des noms du vivre ensemble, des noms, le lien, tout ça, le lien on le connaît, le vivre ensemble on l'a, on le fait, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin qu'on nous donne de leçons, on a juste besoin de respect et de dignité.